Il est fréquent, à propos de la naissance de la psychologie cognitive au début des années 60, de parler de révolution cognitive. La naissance de la psychologie cognitive marque en effet une volonté de rupture avec le behaviorisme, dont elle conteste le principe de la boîte noire selon lequel seuls les aspects observables du comportement seraient accessibles à une étude rigoureuse des phénomènes psychologiques. Toutefois, la psychologie cognitive ou cognitivisme s'inscrit aussi dans la continuité de la psychologie de la forme, dont elle reprend certains concepts de base, mais en leur donnant une définition plus précise, comme la notion de représentation ou de différenciation entre les formes d'apprentissage. Les behavioristes se sont interdits de décrire autre chose que ce qui était directement observable. Cela leur a permis de rendre compte d'un certain nombre de processus d'apprentissage relativement simples, mais pas d'expliquer des comportements plus complexes, comme l'acquisition du langage ou la résolution de problèmes, par exemple. La psychologie cognitive et en particulier le traitement de l'information cherche, pour sa part, à comprendre comment l'individu transforme l'information entre le stimulus et la réponse, ce qui lui permet de s'attaquer aux processus cognitifs complexes qui se déroulent au sein de la boîte noire. La psychologie cognitive part du postulat que l'on peut observer les activités mentales de manière indirecte en observant le comportement. Pour cela, les chercheurs vont créer toutes sortes de tâches et prendre différents types de mesures, temps de réaction, quantité de réponses produites. Sur la base de ces observations, les chercheurs vont produire différents modèles mentaux qui décrivent le fonctionnement de certains processus cognitifs. Un autre moyen d'investigation du fonctionnement cognitif repose sur l'étude des symptômes associés à différents types de lésions cérébrales. Par exemple, on a pu montrer que dans certaines lésions cérébrales au niveau de l'hippocampe, la mémoire procédurale, celle qui consiste par exemple à réaliser des calculs, est intacte, tandis que la mémoire déclarative, la mémoire des faits et des concepts, est très diminuée. Ce qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est que les technologies modernes nous permettent d'observer le cerveau en fonctionnement. C'est le cas en particulier de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, comme la tomographie par émission de positons, qui est présentée sur la dia, ou la résonance magnétique fonctionnelle. Ces techniques permettent de détecter des variations faibles et localisées du débit sanguin cérébral. Le principe sur lequel s'appuient ces techniques d'investigation est le suivant. Pour faire face aux besoins des neurones les plus actifs, le cerveau régule le débit sanguin de manière à privilégier ces neurones, de sorte qu'ils reçoivent plus de sang que les neurones moins actifs. L'image obtenue permet de visualiser les zones les plus actives par l'apparition de couleurs de plus en plus chaudes dans les zones du cerveau concernées, le rouge étant le plus chaud, ensuite le jaune, puis le vert. Sur cette image, on peut visualiser l'activité cérébrale en fonction de différentes coupes selon le plan horizontal. Les images proposées permettent de visualiser le fonctionnement du cerveau correspondant à 3 types de tâches. La ligne supérieure correspond au repos, la ligne en dessous à une tâche d'appariement et la ligne inférieure à une tâche d'appariement différée. L'apparition des couleurs les plus chaudes correspond aux zones du cerveau les plus actives durant la tâche considérée. On voit notamment que la tâche d'appareillement différée, qui est la plus complexe, sollicite davantage les zones préfrontales qui sont le siège des fonctions cognitives supérieures, comme le langage ou le raisonnement. Les techniques d'investigation peuvent aussi se compléter. Ainsi, l'étude des blessés de la Première Guerre mondiale avait permis de mettre en évidence dans les années 20 que les lésions pariétales gauche du cerveau entraînent une dyscalculie prononcée. Le patient ne parvient plus à réaliser des opérations élémentaires. Presque un siècle plus tard, l'imagerie médicale a conduit à situer dans le lobe pariétal la zone concernée par le calcul. C'est en grande partie à cet usage complémentaire des techniques d'investigation que l'on doit l'essor de la psychologie cognitive depuis les années 60 et la place qu'elle occupe aujourd'hui dans la compréhension de la cognition humaine.